dans ce cours sur la question de l'âme, je voudrais, étudier, euh, revenir donc sur cette question de l'ego qu'on pourrait caractériser comme étant un moi inauthentique, hein. Alors, cet ego, donc, en tant que moi inauthentique, comment essayer de le comprendre? Comment essayer de le déterminer? Ça reste la question essentielle parce que lorsque nous sommes face à nous-mêmes, euh, la première attitude qu'il nous faut avoir, c'est justement savoir qu'il ne faut pas nous laisser gouverner par cet ego, puisque dès que nous sommes gouvernés par cet ego, eh bien, en quelque sorte, on vrille, hein, on risque de vriller et on risque de porter atteinte à autrui et puis à nous-mêmes. Alors, pour essayer, il y a une piste de heuristique, une piste de recherche intéressante pour essayer de déterminer ce qu'est cet ego, c'est de partir d'un concept de philosophie politique qui est le concept de tyran. Alors, en philosophie politique, on étudie beaucoup la notion de tyrannie, et ici justement, je pense on pourrait utiliser, c'est pas souvent fait, on pourrait utiliser les concepts de philosophie politique pour essayer d'appréhender un peu plus notre psychologie, notre être et donc notre âme. Et c'est une étude qui me paraît intéressante puisque ça va nous montrer à la fois qu'on peut faire des va-et-vient comme ça dans les différents domaines de la philosophie politique et que mettre tout dans des cases, c'est pas toujours une bonne chose. Et puis, ça peut nous montrer aussi, ça peut nous mettre en évidence un élément qui est assez intéressant, qui est de montrer que ce qui se passe au niveau politique a une influence au niveau psychologique et inversement. Hein, ce qui se passe dans une société influence les individus, et ce qui se passe à l'intérieur des individus, eh ben, détermine, influence la société. Alors, évidemment, on peut dire beaucoup de choses sur la notion de tyran, et je n'ai pas la prétention, dans cette courte vidéo, de tout dire. Je vais essayer simplement de prendre trois axes de recherche autour de la notion de tyran pour essayer justement de comprendre cet ego. Premier point, pour essayer d'étudier la tyrannie, on l'oppose souvent à la royauté. Hein, plus exactement, on la distingue de la royauté. Donc c'est ce premier élément que je verrai, c'est-à-dire la relation entre le roi et le tyran. Et puis d'autre part, pour étudier la tyrannie, on l'étudie aussi souvent dans son rapport justement au philosophe ou à la sagesse, hein. Donc c'est le deuxième point que je verrai. Et enfin, lorsqu'on veut étudier la notion de tyrannie, on l'envisage par rapport à la question du peuple. Donc je vais envisager ces trois aspects, hein, le roi tyran et le sage, le tyran et le peuple, pour essayer de comprendre, appréhender, déterminer, cerner un peu cette notion d'ego. Alors, d'abord, premier point, la distinction plus exactement entre le roi et le tyran. Mais c'est pas évident. Il n'est pas évident de distinguer un roi d'un tyran, parce que dans les deux cas, eh bien, nous sommes face à une personne qui a un pouvoir fort sur le peuple. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, il est très difficile, pour nous-mêmes, en tant qu'individus, de savoir quand nous sommes dans la situation où nous sommes gouvernés par notre moi authentique et la situation dans laquelle nous nous laissons gouverner par notre ego. Et donc, la philosophie politique, notamment par exemple Platon, dans un texte qui s'appelle Le Politique, nous dit que le tyran, c'est quelqu'un qui est comme un berger, mais qui n'a aucun égard pour ses brebis, pour les animaux qu'il garde. Il gouverne, certes, seul, comme le roi, mais il ne gouverne que dans son propre intérêt. Il ignore l'intérêt de son peuple. Et tandis que le roi gouverne dans l'intérêt général. Il a une vision ample des choses, tandis que le tyran a une vision extrêmement restrictive. Alors là, on peut voir, ici, si on calque cette conception sur la relation qui existe entre l'ego et l'âme, eh bien, on peut dire que et si on considère, que l'âme, c'est ce jardin composé d'une diversité de désirs qui sont en nous, avec en son centre un désir central, un être central, accompagné de sagesse, eh bien, on pourrait dire ici que l'ego, eh bien, ne représente que certains désirs qui sont en nous, hein. Il ne voit pas la diversité. Il ne voit pas de diversité. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le tyran refuse la délibération. Il veut imposer de force ses idées et ses points de vue. Alors que, justement, l'âme, elle, délibère, hein. En philosophie, on parle souvent de délibération. Ben, qu'est-ce que c'est la délibération? On pourrait peut-être dire que la délibération est essentielle, puisqu'elle permet de libérer, cette âme qui est enfermée, emprisonnée par l'ego.
Donc, on voit ici que finalement l'ego détruit, ignore cette part d'eau, cette part des diversités qui est en nous. Elle veut imposer un certain type de désir, un certain type de désir, un certain aspect de notre personnalité au détriment de la totalité. C'est pour ça que dans le tableau de la croix de la lutte de Jacob avec l'ange, eh bien, on dit bien lutter avec. C'est-à-dire qu'ici, eh bien, l'âme, elle, tient compte de tout ce qui est en nous, et notamment de notre part sombre. Tandis que l'ego ne voit qu'un seul aspect. Et elle refuse justement la délibération qui consiste à libérer la part de nous-mêmes qui nous permet de voir la totalité. Alors, justement, pour qu'il y ait délibération, eh bien, il faut qu'il y ait sagesse. Et c'est notre deuxième point. Eh bien, lorsqu'on étudie la tyrannie, eh bien, on l'oppose souvent à la sagesse. On l'oppose à la sagesse, et même dans un texte qui s'appelle De la tyrannie, eh bien, Léo Strauss nous dit que le tyran, justement, il craint profondément l'homme sage. Il le craint pourquoi? Il le craint parce que il peut apporter un éclairage, il peut aider à grandir, notamment les autres désirs qui sont à l'intérieur de nous, et parce que lui, il a comme recherche la vérité et la justice, et donc justement, il cherche à l'étouffer. Et donc, on peut voir ici que lorsque nous sommes gouvernés par notre ego, eh bien, nous refusons la sagesse. Nous refusons le dialogue, nous refusons l'échange, mais constructif, et nous refusons aussi la réflexion, nous refusons l'analyse. C'est d'ailleurs ce que dit d'ailleurs très bien Platon dans un texte qui s'appelle Le Phèdre. Dans ce texte, justement, avant l'heure, Platon étudie les relations toxiques. Et il nous dit que une relation toxique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une relation dans laquelle un des amants ou un des amis ne veut qu'une chose, c'est-à-dire le mal de l'autre, au lieu de vouloir son intérêt. Et il nous dit très bien justement que qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être on dirait aujourd'hui de manière inconsciente, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'isole, il l'empêche d'avoir des relations utiles, nous dit Platon, et il l'empêche de faire de la philosophie, c'est-à-dire de devenir sage, c'est-à-dire d'apprendre à grandir. Et pourquoi, justement? Eh bien, parce qu'il a peur. Il a peur de voir toute cette diversité qui est en lui. Il a peur de voir toute cette réalité, et la sagesse peut l'aider à voir cela. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement imposer les points de vue. Alors c'est pour cette raison que lorsque on a une décision importante à prendre dans la vie, il faut prendre le temps de la délibération, il faut prendre le temps du recul, parce que si on ne prend pas ce temps-là, c'est là qu'on est gouverné qu'on va se laisser gouverner par notre ego. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'avoir cette distance par rapport à nous-mêmes, cette distance par rapport à nos désirs. Alors, justement, pourquoi c'est important? Et c'est le dernier point. C'est important parce que lorsqu'on étudie le tyran, on l'étudie aussi par rapport au peuple, dans la relation qu'il a avec le peuple. Et dans la relation qu'il a avec le peuple, le tyran, nous l'avons vu, le tyran cherche à tyranniser, c'est-à-dire qu'il le violente, c'est-à-dire qu'il le méprise, c'est-à-dire qu'il l'ignore. Il est dans une relation où il cherche à écraser le peuple. Et c'est important, je crois que là aussi, de faire ce parallèle entre le tyran extérieur, on pourrait dire, et ce tyran intérieur qu'est l'ego, parce que, justement, en psychologie aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on étudie la perversion narcissique, notamment il y a un auteur qui s'appelle Racamier, qui lui est à l'origine, d'ailleurs ce concept aussi à la mode de pervers narcissique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui fleurir toute une série de spots sur le sujet, on entend l'existence de pervers narcissiques partout. Justement, qu'est-ce qu'il nous dit Racamier sur le sujet? C'est une notion féconde malgré tout, ce concept de pervers narcissique. Il nous dit que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui refuse de voir ses luttes intérieures, on pourrait dire justement cette diversité, et comme il refuse de les voir, il transfère ses conflits intérieurs sur un autre qui va lui servir de bouc émissaire, qui va lui servir d'aide sur lequel il va transférer toutes ses souffrances et toutes ses douleurs. Et en voyant cet être souffrir, il va se sentir gonflé narcissiquement, et
ça va lui faire oublier la misère qui est en lui, cette misère, cette nullité qui est en lui, c'est-à-dire de refuser de se voir tel qu'il est, dans toute sa diversité. Mais je crois que là, justement, cette explication de Racamier est un petit peu trop artificielle pour comprendre tout simplement ce qui se passe lorsque l'on est face à une perversion. Si on prend justement cette idée que l'ego est une forme de tyran, c'est justement l'hypothèse que je soutiens, et un tyran intérieur, eh bien, nous voyons que, tout simplement, puisque lorsque quelqu'un est gouverné par un tyran, il tyrannise les autres, tout simplement. Hein, il tyrannise les autres. Et on pourrait dire que plus ce tyran intérieur est fort en nous, et plus, on sera pervers. C'est-à-dire que plus, on utilisera d'attitudes violentes à l'égard d'autrui. Hein, donc on peut dire ici que tout simplement, la perversion, c'est l'existence d'une tyrannie intérieure qui s'exporte à l'extérieur. Et là, justement, en voyant ce lien entre l'importation de l'intérieur vers l'extérieur, on voit justement ce que je voulais ici mettre en évidence, c'est-à-dire cette nécessité d'étudier conjointement philosophie politique et psychologie. Parce que on comprend bien que plus il y a de tyrans, de personnes gouvernées intérieurement par leurs tyrans, et plus ça va accroître la tyrannie dans la société, et plus il y aura de tyrannie à l'intérieur de la société, et plus les tyrans intérieurs gouverneront. Pourquoi justement? C'est là qu'on va terminer sur ce sujet. Pourquoi? Mais parce que nous devons apprendre à faire éclore cet arbre de la connaissance, du bien et du mal, dont on a vu ici, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette sagesse qui est en nous, cette possibilité de sagesse, nous devons la faire éclore. Mais pour la faire éclore, nous ne la faisons pas seulement éclore par des cours, par des lectures, nous la faisons éclore aussi par des exemples. Et donc, dans une société tyrannique, il y a beaucoup de mauvais exemples, parce que c'est pas facile de bien se comporter dans une société tyrannique. Tout le monde vit dans la peur, tout le monde vit dans la crainte. Moins nous avons de bons exemples, moins nous avons de personnes, on va dire, de qualité à fréquenter et qui nous montrent le chemin, et moins nous avons de chance nous-mêmes de cultiver notre jardin au sens où on le disait autrefois, c'est-à-dire nous avons de chance de faire croître cet arbre de sagesse qui est en nous, ainsi que tous ces arbres qui nous constituent et qui se nourrissent mutuellement les uns les autres, mais qui ont besoin pour cela, de cette sagesse qui nous permet d'évaluer, qui nous permet de hiérarchiser, qui nous permet de tenir compte de toute cette diversité qu'il y a en nous. Par exemple, nous pouvons avoir un désir je dis une bêtise, mais par exemple, un désir d'avoir une très belle maison, mais on peut aussi avoir comme désir de nous cultiver. Et on peut aussi avoir comme désir d'avoir des amis. Et on peut aussi avoir comme désir de passer des bons moments. Tout ça parfois peut se contredire. Tout ça parfois peut se contredire. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut, puis on peut aussi avoir par exemple comme désir, tout simplement aussi de ne pas blesser l'autre. Tout ça, et vouloir même pour le désir, même le vouloir du bien. Et donc, tous ces désirs doivent faire l'objet d'une délibération, d'un recul, d'une analyse à la lumière de la sagesse qui se développe elle-même à l'exemple, par l'exemple aussi. Comme je l'ai dit, moins il y a de bons exemples, moins il y a de possibilités pour nous de grandir sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup.